Mon mari est obsédé par ma patronne et m'a quitté pour elle. Mais je lui ai parlé, et elle m'a dit qu'il la harcelait depuis des mois à la salle de sport. Mon mari, Hieron, 28 ans, et moi, 27 ans, étions au cinéma pour notre rendez-vous mensuel, achetant du popcorn dans le hall lorsque je l'ai vue. Julia, 39 ans, ma patronne, se tenait près du guichet avec un jeune homme d'environ 25 ans. Hieron l'a remarqué en même temps et tout son corps s'est tendu. Aujourd'hui, je dois revenir un peu en arrière pour expliquer pourquoi c'est si important. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise de Julia il y a environ 18 mois. Dès le premier entretien, l'endroit m'a semblé différent de tout ce que j'avais connu. Les journées de travail duraient 5 heures, il y avait 6 semaines de congés payés et le salaire était supérieur de 25% à la moyenne du secteur. Julia dirige une équipe d'environ 40 personnes, mais elle travaille à un bureau commun, au milieu de tout le monde, au lieu de se cacher dans un bureau exécutif. Pendant mes premiers mois, je parlais constamment de Julia à la maison. Je racontais à Hieron comment elle avait monté l'entreprise de zéro il y a 8 ans, comment elle avait remporté 3 grands prix l'année précédente, et comment elle vérifiait personnellement le travail de tout le monde, même celui des stagiaires. Sa philosophie était simple, prenez soin de vos employés, et ils prendront soin de votre entreprise. Hieron semblait d'abord intéressé par mes histoires. Il posait des questions sur son style de management et ses décisions professionnelles, rien d'anormal. Mais après la fête de Noël de l'entreprise en décembre dernier, tout a changé. Ce soir-là, Hieron a rencontré Julia en personne. Elle portait une robe bordeaux et ses cheveux étaient relevés en un élégant chignon. Hieron a à peine parlé à quelqu'un d'autre de la soirée, il est resté debout de l'autre côté de la pièce, la regardant interagir avec les clients et les employés. Lorsqu'elle est venue nous saluer brièvement, Hieron a bafouillé comme un adolescent. Sur le chemin du retour, il m'a posé encore plus de questions sur Julia, son âge, si elle était mariée, si elle avait des enfants, quel genre de voiture elle conduisait. J'ai répondu sans y prêter attention. Le lendemain, je l'ai surpris en train de parcourir le compte Instagram de l'entreprise, probablement à la recherche de photos de Julia lors d'événements passés. Il a suivi le compte ce jour-là, puis j'ai remarqué qu'il likait toutes les publications où elle apparaissait. En février, le divorce de Julia est devenu public. Son ex-mari, Tom, qui possédait 40% de l'entreprise, a commencé à assister aux réunions pour prolonger les horaires de travail et réduire les primes. Les rumeurs au bureau ont révélé qu'il avait quitté Julia pour sa coach sportive de 26 ans et tentait maintenant de lui obtenir un poste dans notre entreprise. Julia a engagé des avocats pour racheter les parts de Tom. Le personnel s'est rangé derrière elle, tous sauf la petite amie de Tom, qui détestait ce qu'il avait fait. Quand j'ai raconté à Hieron la situation du divorce, il a eu une réaction très intense. Il faisait les 100 pas dans la cuisine, traitant Tom d'idiot et passant l'après-midi à théoriser sur le mariage de Julia, affirmant qu'il ne la tromperait jamais s'il était à la place de Tom. À un moment donné, il m'a demandé, qui quitte une femme comme ça pour une jeunette ? Je lui ai rappelé que certains hommes préfèrent des femmes plus jeunes quand ils en ont la possibilité. Il a répondu, seuls les perdants qui ne peuvent pas gérer une vraie femme vont avec des filles qui ont la moitié de leur âge. La façon dont il a parlé de Julia ce soir-là m'a mise mal à l'aise. L'admiration s'était transformée en quelque chose de plus. Puis est arrivé vendredi dernier au cinéma. Quand Hieron a vu Julia avec un jeune homme, il s'est dirigé vers eux. Je lui ai attrapé le bras pour lui demander ce qu'il faisait. Il n'a pas quitté Julia des yeux en murmurant qu'il voulait la saluer. Je l'ai tiré hors du cinéma en lui disant que nous partions. Dans la voiture, il m'a demandé pourquoi je ne le laissais pas lui parler. J'ai conduit en silence jusqu'à la maison. À peine arrivé, Hieron s'est précipité sur son téléphone pour parcourir frénétiquement le compte personnel de Julia, que je ne savais pas qu'il suivait. Il a trouvé une photo de famille avec le jeune homme du cinéma, la légende disait que c'était son neveu venu lui rendre visite d'un autre état. Les épaules de Hieron se sont détendues, il a souri en posant son téléphone. C'est juste son neveu, a-t-il annoncé comme si c'était une grande nouvelle. Mes mains tremblaient en le regardant. Je lui ai dit, tu es amoureux d'elle. Hieron m'a regardé comme si je lui avais dit quelque chose d'absurde, de quoi tu parles ? C'est ridicule. J'ai désigné son téléphone, tu espionnes ma patronne sur les réseaux sociaux, tu voulais t'immiscer dans sa vie privée, tu es obsédé par elle, et je suis là à regarder ça se produire. Hieron a nié, affirmant que j'étais paranoïaque et que je me faisais des idées. Il m'a suivi en continuant de nier, tandis que je me réfugiais dans la chambre à coucher. À travers la porte, je l'entendais dire combien il m'aimait, que j'étais sa femme et que je le resterais toujours. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a brisé, de toute façon, une femme comme elle ne s'intéresserait jamais à moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
S'il m'aimait, pourquoi devait-il justifier sa fidélité en affirmant que Julia était hors de sa portée? Et s'il pensait que Julia était trop bien pour lui, qu'est-ce que cela disait de moi? Le lendemain matin, j'ai demandé à Hieron de partir. Mon mari n'était plus entièrement à moi. Aujourd'hui, Hieron a emménagé chez son frère. Il semblait surpris que je prenne la séparation au sérieux et a insisté sur le fait que j'exagérais. Nous avons accepté d'essayer une thérapie de couple. Pendant 3 semaines, cela semblait fonctionner, Hieron assistait aux séances, faisait les exercices, et semblait motivé à résoudre nos problèmes. Puis il a commencé à annuler des rendez-vous à la dernière minute et, à la 4e semaine, a cessé d'y aller complètement. Ses messages sont devenus plus rares, puis ont disparu. Je n'ai pas quitté mon emploi. Ce n'était pas la faute de Julia. J'avais besoin de mes 6 semaines de congé et de mon assurance santé. J'ai remarqué que Hieron ne postait plus sur Instagram. J'ai supposé que la séparation lui pesait aussi. Hier, son frère a publié une story Instagram montrant Hieron au restaurant, tenant la main d'une femme assise en face de lui. Seule sa main était visible, mais c'était clairement celle d'une femme. Ce matin, Hieron m'a appelé pour la première fois depuis près d'un mois. Il m'a dit, « S'il te plaît, ne gâche pas ça pour moi. » Je lui ai demandé de quoi il parlait. Il a répondu, « Ne lui parle pas de nous, ne dis rien à Julia. » La femme du restaurant était Julia. Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. La voix de Hieron est devenue suppliante, il a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre il y a 6 semaines, que c'était arrivé par hasard. Il m'a demandé de ne pas gâcher son bonheur, puisque j'avais mis fin à notre mariage. Il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux et que Julia savait qu'il était en instance de divorce, mais ignorait que je travaillais pour elle. Apparemment, elle ne se souvenait pas de lui lors de la fête de Noël, et lui n'avait aucune idée de sa réaction si elle découvrait la vérité. J'ai raccroché et pleuré pendant 1 heure à la table de la cuisine. Une partie de moi voulait tout dire à Julia immédiatement, une autre craignait de perdre mon emploi en me mêlant à cette histoire. Mon mariage est terminé, cela va sans dire, mais je ne veux pas perdre aussi mon travail. En même temps, je ne sais pas quoi faire. Hieron m'a appelé sans arrêt depuis ce matin. Quand j'ai finalement répondu, il m'a supplié de le laisser révéler lui-même la vérité à Julia à son rythme. Il veut contrôler le récit pour qu'elle ne le considère pas comme un menteur ou un harceleur. Il jure qu'ils se sont simplement rencontrés sur une application de rencontre et qu'il ne l'a jamais harcelée. Il dit être tombé amoureux d'elle et redoute qu'elle le prenne pour un fou si elle apprend toute l'histoire. Il me rappelle que c'est moi qui l'ai quitté, que les gens cessent parfois de s'aimer, et que ce n'est la faute de personne. Il m'a promis tout ce que je voulais pour le divorce si je gardais le silence. Sa dernière demande, « Julia est heureuse avec moi, alors ne nous fais pas de mal. » J'ai besoin d'un conseil. Mon futur ex-mari est étrange et mérite que quelqu'un prévienne Julia, mais il y a aussi mon travail en jeu si cela se passe mal. Je ne sais pas comment Julia réagirait en apprenant la vérité, mais cela me terrifie d'avoir à le découvrir. Que feriez-vous à ma place? Mise à jour 1. Lundi matin, après avoir posté ici, j'ai demandé à Julia si nous pouvions parler en privé après la réunion d'équipe. J'avais déjà pris ma décision sur ce que j'allais faire. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau pendant la pause déjeuner. Je lui ai tout raconté. J'ai commencé par lui expliquer à quel point je l'avais admirée, elle et son entreprise, lorsque j'ai commencé à y travailler. Je voulais apaiser la situation. Je lui ai expliqué comment je parlais constamment d'elle à Jérôme et comment son intérêt avait semblé passer d'une curiosité normale à quelque chose de plus intense après l'avoir rencontrée à la fête de Noël. Je lui ai décrit comment je l'avais surpris en train de consulter les comptes de réseaux sociaux de l'entreprise et comment ses commentaires sur son divorce m'avaient mise mal à l'aise. Je lui ai parlé de l'incident au cinéma et comment cela avait conduit à notre séparation. J'ai précisé que mon mariage était terminé et que je ne faisais que la prévenir, elle était libre de sortir avec lui car je ne le voulais plus. Julia a écouté sans m'interrompre, mais une fois que j'ai terminé, elle a tenu à clarifier quelque chose, ce n'est pas comme ça que nous nous sommes rencontrés, a-t-elle dit avant de faire une pause. Elle a expliqué qu'il était membre de sa salle de sport depuis 8 mois. La salle de sport dont elle parlait était juste en face de notre bureau. Julia s'y entraînait tous les matins avant d'aller au travail. Tout le monde au bureau connaissait sa routine matinale. Ce que Julia ne savait pas, et moi non plus, c'est que Jérôme avait changé de salle de sport. Celle dont il m'avait parlé était près de notre maison, pas près de mon lieu de travail. Il s'était délibérément inscrit à celle de Julia sans m'en parler. Julia semblait aussi surprise que je l'étais en l'apprenant. Elle s'est excusée car elle ne savait pas qu'il était marié.
Elle m'a aussi remercié pour mon honnêteté et m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. En y pensant à tête reposée, j'ai commencé à trembler. Jérôme avait orchestré la rencontre à la salle de sport, créant des occasions d'interagir avec elle pendant des mois. L'histoire de l'application de rencontre et du coup de foudre récent n'était qu'un autre mensonge. Cet après-midi-là, Jérôme m'attendait dans mon appartement à mon retour. Mon téléphone affichait 47 appels manqués de sa part. Il a commencé à me crier dessus avant même que je ne ferme la porte, m'accusant d'être amère, vindicative et pathétique, d'avoir ruiné sa relation et son avenir. Il m'a reproché que Julia ait désormais peur de lui et que ce soit de ma faute. Il a exigé que j'appelle Julia pour lui dire qu'il n'était pas dangereux ni un harceleur, que je lui confirme que j'avais demandé le divorce et qu'il n'avait rien fait de mal. Il a insisté pour que je lui dise qu'il était resté fidèle jusqu'à ce que je le mette dehors. Je lui ai dit de quitter mon appartement, je lui ai annoncé que je lançais la procédure de divorce et que tout contact futur devait passer par des avocats une fois que j'en aurais engagé un. 2 jours plus tard, Julia m'a demandé à nouveau de lui parler. Elle s'est excusée pour ce que je traversais et m'a proposé son aide. J'ai décliné son offre, tout en la remerciant pour sa sollicitude. Elle m'a assuré que mon emploi était en sécurité et m'a remercié une fois de plus pour mon honnêteté. Elle s'est aussi excusée d'avoir fréquenté mon mari et m'a dit que je pouvais lui parler de tout, que je n'avais pas à avoir peur car elle restait ma supérieure mais aussi une personne compréhensive. J'ai appris par un collègue que Julia avait bloqué Jérôme sur tous les réseaux sociaux et avait changé de salle de sport pour une autre adresse. Mon collègue a entendu Julia téléphoner au responsable de la salle de sport pour demander s'il existait un moyen d'interdire l'accès à certains membres pour éviter qu'ils ne puissent venir dans son nouveau club. Jérôme a continué à m'appeler depuis différents numéros après que j'ai bloqué son principal. J'ai cessé de répondre aux appels inconnus. Il envoyait des emails alternant menaces et supplications. J'ai créé un filtre pour qu'ils aillent directement dans un dossier que je consultais une fois par semaine avec mon thérapeute. Le week-end dernier, je me suis temporairement installée chez ma sœur. J'avais besoin de changer d'air, mon appartement était trop rempli de souvenirs. Dimanche, en retournant chercher des affaires, j'ai vu la voiture de Jérôme garée devant mon immeuble. Je suis partie sans m'arrêter et j'ai demandé à ma sœur de m'accompagner. Le lendemain au travail, tout est resté professionnel. Julia n'a plus jamais mentionné Jérôme et je n'en ai pas parlé non plus. Mes évaluations de performance sont restées positives et j'ai été affectée à une nouvelle équipe de projet dirigée par un autre manager. La procédure de divorce a été engagée la semaine dernière. Jérôme a d'abord contesté, prétendant que notre mariage pouvait être sauvé, mais il a finalement signé les papiers après l'intervention de son frère. Nous n'avions pas d'enfants ni de biens importants à partager, ce qui a simplifié les démarches. Hier, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, « Tu as détruit ma vie, j'espère que tu es contente maintenant. » Je crois que nous savons tous d'où cela vient. Ma sœur m'a suggéré d'envisager de déménager dans une autre ville une fois le divorce finalisé. Son entreprise a des bureaux dans plusieurs États et elle m'a proposé de m'aider à y être transférée si je veux recommencer à zéro. J'y réfléchis, même si quitter un emploi avec des avantages aussi intéressants que ceux offerts par l'entreprise de Julia serait difficile. Pour l'instant, je prends les choses un jour après l'autre. La trahison reste douloureuse mais peu à peu je reconstruis ma vie, sans Jérôme. Mise à jour 2. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Jérôme n'a finalement rien contesté, ce qui m'a surprise. Il a accepté un partage équitable de nos biens communs et n'a pas disputé les meubles ou les appareils électroménagers que nous avions achetés ensemble. L'ensemble de la procédure a été bouclé en un peu plus de 90 jours. 2 semaines après la signature des papiers, j'ai compris pourquoi Jérôme avait été si disposé à accepter mes conditions. Un collègue m'a transféré un email d'une entreprise concurrente, Jérôme y avait été embauché en tant que nouveau directeur du développement commercial. Ses bureaux se trouvaient dans le même immeuble que la première salle de sport de Julia, pas celle où elle s'était récemment inscrite. J'ai montré l'email à Julia lors de notre réunion hebdomadaire. Son visage n'était pas celui d'une personne sereine. Elle m'a remercié de l'avoir informée et m'a assuré qu'elle allait gérer la situation. Plus tard dans la journée, elle a convoqué une réunion d'urgence avec l'équipe juridique. La semaine suivante, un email à l'ensemble de l'entreprise annonçait que Julia avait réussi à racheter les parts de son ex-mari dans la société. L'email mentionnait également le renforcement de nos politiques de non-concurrence et de confidentialité, avec de nouveaux documents à faire signer par tous les employés. J'ai compris que Jérôme avait probablement profité de sa relation avec Julia pour obtenir ce poste chez notre concurrent. Il n'était pas clair s'il comptait obtenir des informations de notre entreprise ou s'il voulait simplement rester proche de Julia.
Julia m'a convoqué dans son bureau après la distribution des nouvelles politiques. Elle m'a posé des questions directes sur les informations qui auraient pu être divulguées à Jérôme par mon intermédiaire. J'ai admis qu'il m'arrivait de ramener du travail à la maison ou de discuter de projets en termes généraux, mais je n'avais jamais partagé d'informations confidentielles sur les clients ni de stratégie propriétaire. Julia a pris des notes pendant que je parlais. À la fin, elle a levé les yeux de son carnet. J'ai déposé une ordonnance restrictive contre Jérôme, m'a-t-elle dit. Elle a expliqué qu'après notre dernière conversation, Jérôme avait recommencé à apparaître dans sa nouvelle salle de sport et à lui envoyer des messages à son adresse email personnelle. Elle n'a pas donné de détails mais a mentionné que le contenu de ces messages devenait de plus en plus inquiétant. L'ordonnance signifie que Jérôme ne peut pas s'approcher à moins de 150 mètres de Julia ni de tout établissement qu'elle possède, y compris notre immeuble de bureau. S'il viole l'ordonnance, il s'expose à des poursuites judiciaires. 3 jours plus tard, Jérôme a été licencié de son nouveau poste. Je l'ai appris par son frère, qui m'a contacté pour me faire part de ses inquiétudes concernant l'état mental de Jérôme. Il ne me l'a pas confirmé, mais je pense que Julia y est pour quelque chose. Selon lui, Jérôme s'était convaincu que Julia et moi avions conspiré pour ruiner sa carrière. Il a refusé de voir un thérapeute et passé des heures à rechercher en ligne les activités professionnelles de Julia. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de Jérôme, m'accusant de diffamation auprès de Julia et exigeant une rétractation formelle. Mon avocat m'a conseillé de ne pas m'inquiéter, la lettre n'avait aucune valeur légale et n'était qu'une tentative d'intimidation. Nous avons envoyé une réponse formelle en le mettant en garde contre tout nouveau harcèlement. Hier, ma sœur a trouvé une enveloppe glissée sous sa porte. Elle ne pensait pas que Jérôme savait qu'elle vivait là. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite adressée à moi. La lettre contenait page après page d'accusations décousues et de déclarations sur ses sentiments pour Julia. Elle se terminait par une demande étrange. Il souhaitait que j'organise une rencontre entre lui et Julia pour qu'il puisse lui expliquer sa version des faits. J'ai transmis la lettre à mon avocat et déposé une main courante auprès de la police. L'agent a pris la lettre comme preuve et m'a conseillé de documenter toute tentative de contact supplémentaire. Il a précisé que, bien que le contenu n'ait pas été explicitement menaçant, il révélait une attitude préoccupante qui pourrait évoluer vers des comportements plus graves. Même si l'ordonnance de protection offre une certaine sécurité à Julia, elle ne s'étend pas à moi. Le fait que Jérôme ait pu retrouver la maison de ma sœur et y déposer une lettre me laisse inquiète. D'après mon avocat et la police, il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour demander une ordonnance restrictive contre lui pour ma part. Je n'ai d'autre choix que d'espérer que cela ne devienne pas nécessaire. Pour l'instant, je me concentre sur le nouveau projet et réfléchis à mes options pour l'avenir. L'obsession de Jérôme semble être passée de Julia à nous accuser, elle et moi, d'être responsables de tous ces malheurs. Je ne sais pas ce qui est le pire. Mise à jour 3. J'écris cette mise à jour depuis mon nouvel appartement, à 500 km de mon ancienne vie. Après l'incident de la lettre laissée chez ma sœur, déménager est devenu ma priorité. Julia a soutenu ma décision. Lorsque je lui ai dit que j'envisageais de partir pour me rapprocher de mes parents, elle m'a surprise en me proposant de continuer à travailler à distance, avec quelques déplacements occasionnels au siège pour les réunions importantes. L'entreprise explorait déjà des possibilités de télétravail et elle m'a proposé de faire partie du programme pilote. Il y a 2 mois, j'ai emménagé. Mon nouveau logement est plus petit, mais je gagne en tranquillité d'esprit. J'ai installé un bureau à domicile où je retrouve régulièrement mon équipe en visioconférence. Jérôme a tenté une dernière fois de me contacter avant mon départ. Il s'est présenté à notre ancien immeuble d'appartement, mais j'avais déjà déménagé depuis plusieurs semaines. Il a demandé aux voisins où j'étais partie. Un voisin, au courant de la situation, m'a immédiatement prévenu. Lorsque la police est arrivée, Jérôme était déjà reparti. Le gestionnaire de l'immeuble a visionné les caméras de sécurité et a confirmé que c'était bien lui. Mon avocat lui a envoyé une lettre d'injonction à sa dernière adresse connue, lui signifiant que son comportement constituait du harcèlement et que tout autre contact entraînerait des poursuites. Son frère m'a ensuite appelé pour s'excuser, expliquant que Jérôme avait commencé à consulter un psychiatre après avoir perdu son emploi. Il m'a promis de faire en sorte que Jérôme respecte mes limites à l'avenir. Je ne sais pas si je peux le croire ou non. La semaine dernière, Julia était en ville pour une conférence et nous sommes allés dîner ensemble. La conversation a fini par aborder le sujet de Jérôme. Julia m'a révélé qu'après avoir obtenu l'ordonnance de restriction, elle avait contacté son ex-mari Tom, malgré leur divorce houleux, afin de l'avertir du comportement obsessionnel de Jérôme.
Julia m'a également confié quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit auparavant. Lorsqu'elle a confronté Jérôme sur ses mensonges à propos de leur rencontre, il avait affirmé que s'inscrire dans sa salle de sport était une coïncidence et qu'il n'avait su que c'était la sienne qu'après son inscription. Julia ne l'a pas cru. Elle m'a dit qu'il était ensuite devenu verbalement agressif, ce qui lui a fait craindre qu'il puisse aussi devenir violent physiquement. Julia m'a demandé comment je m'adaptais à ma nouvelle vie. Je lui ai parlé de ma routine, de mon appartement et des endroits que j'avais découverts dans ma nouvelle ville. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me suis rendu compte que j'avais passé une journée entière sans penser à Jérôme. Le divorce m'a laissé avec des problèmes de confiance sur lesquels je travaille encore. J'ai refusé plusieurs rendez-vous, ne me sentant pas prête à m'ouvrir à une nouvelle relation. Mon thérapeute me dit que c'est normal et que reconstruire la confiance prend du temps. Mes parents sont soulagés que je sois plus proche d'eux. Nous dînons ensemble tous les dimanches, une routine qui me procure une stabilité bienvenue. Ma mère m'a récemment présenté le fils de ses voisins, qui est revenu en ville après avoir travaillé 5 ans à l'étranger. Nous sommes devenus amis, rien de plus, mais le simple fait de créer un nouveau lien est déjà une forme de progrès. Il y a 3 jours, le frère de Jérôme m'a envoyé un message. Jérôme est parti vivre en Arizona chez ses parents. Il poursuit sa thérapie et a été diagnostiqué avec des tendances obsessionnelles qu'il traite désormais avec l'aide de professionnels. Son frère s'est encore excusé pour tout ce qui s'est passé et m'a demandé si je serais d'accord pour qu'il me contacte occasionnellement afin de me confirmer que Jérôme respecte mes limites. J'ai accepté, en précisant que je ne voulais aucun détail sur la vie de Jérôme, seulement l'assurance qu'il restait loin de moi. L'entreprise de Julia continue de prospérer. Le programme de télétravail s'est étendu et 5 autres employés travaillent désormais depuis différents États. Aujourd'hui, Julia me cite en exemple lors des réunions pour montrer que la distance n'empêche pas la productivité. Hier, j'ai reçu mon jugement définitif de divorce par courrier. Je l'ai rangé sans la réaction émotionnelle à laquelle je m'attendais peut-être. Ce chapitre de ma vie est désormais clos. L'expérience m'a changé, mais elle ne me définit pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude ne me fait pas peur. J'ai appris que je pouvais affronter des situations difficiles, prendre des décisions difficiles et reconstruire lorsque cela est nécessaire. Cette certitude m'apporte plus de sécurité que n'importe quelle relation. Mise à jour 4. Lorsque le frère de Jérôme m'a contacté pour me raconter cela, il m'a dit qu'il savait que je ne voulais pas avoir de nouvelles de la vie de Jérôme, mais que cela pourrait peut-être me rassurer un peu quant à son obsession pour moi ou pour Julia. Il m'a expliqué que Jérôme avait déplacé son obsession sur la fille d'amis de ses parents. De la même façon que j'ai fait la connaissance du fils des voisins de mes parents, lui avait rencontré la fille de ses amis. Une femme qui, en plus, était mariée, mais cela n'a pas arrêté Jérôme, qui a interprété à tort une simple conversation avec elle comme quelque chose de plus. Je ne connais pas les détails, car je ne les ai pas demandés et il ne me les a pas proposés. Mais il m'a donné les faits essentiels, qui sont probablement ce qui compte le plus. Jérôme a d'abord écopé d'une ordonnance de restriction. Même les parents de la jeune femme ont dû intervenir pour qu'il cesse de la harceler. Et cela n'a pas suffi, le mari de la femme a fini par le frapper après que Jérôme les a suivis lors d'un dîner. Finalement, Jérôme a été arrêté et condamné à 2 ans de prison, peine pouvant être réduite à 12 mois pour bonne conduite. Mais je doute que quiconque s'attende à ce qu'il fasse preuve de bonne conduite. Tout cela fait suite à de multiples violations d'ordonnances de restriction, je crois qu'il y en a eu 3, d'après ce que j'ai compris et tout ce qu'il avait fait avant d'en arriver là. Je ressens un soulagement de savoir qu'il n'est plus obsédé par Julia, indirectement, par moi. Mais c'est aussi une malédiction, pour qu'il cesse de vous poursuivre, il faut qu'il commence à harceler quelqu'un d'autre. Cela me fait penser à un film d'horreur que j'ai vu.